Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire. Aujourd'hui, c'est le deuxième webinaire de notre série pour le mois de la littératie financière. Alors, merci à ceux qui sont parmi nous. J'aimerais dire bonjour à Marc-André Turcot. Bonjour. Donc, Marc-André et moi, là, pour ceux qui ne nous connaissent pas, sont gestionnaires de portefeuille et planificateurs financiers dans l'équipe d'EMOS, gestion de patrimoine familial. Et notre équipe le travaille au sein de Raymond James, conseil en placement. Alors, aujourd'hui, nous voulons vous faire un petit webinaire concernant les alternatives d'investissement. On vous invite à poser toutes les questions qui vous viennent en tête. Il y a un petit chat au bas de l'écran, questions et réponses. Alors, écrivez vos questions, on va essayer d'y répondre au fur et à mesure. Et on est là pour ça, on aime ça discuter avec vous. Alors, ne vous inquiétez pas aussi, c'est dans l'anonymat. Personne ne va voir votre nom, alors n'hésitez pas. Et la dernière chose que j'aimerais dire avant de commencer, c'est que le webinaire va être enregistré. Donc, on va pouvoir envoyer l'enregistrement là, par la suite si jamais vous voulez le réécouter ou le partager avec des gens de votre entourage. Alors, sans plus tarder. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est essentiellement démystifier un peu le royaume des investissements, en sens que il y a des milliers de produits qui existent, on entend parler de toutes sortes de choses, puis quand on fait un peu le ménage dans tout ça, on se rend compte qu'il y a vraiment juste quatre catégories d'investissements de base avec lesquelles les institutions financières font des milliers de produits avec ça, des fonds mutuels et des fonds négociés en bourse et ainsi de suite. Mais quand on regarde ça, dans le fond, les quatre grandes catégories, c'est l'argent liquide ou quasi liquide, qui sont des comptes d'épargne ou des certificats de placement garantis remboursables. Il y a les titres à revenus fixes, qui sont en général les obligations, et les CPG, les certificats de placement garantis non remboursables qu'on retrouve dans les institutions financières. Ensuite, il y a les entreprises. Principalement, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être les entreprises qui sont cotées en bourse. Et puis finalement, il y a les produits dérivés. Puis ce qui nous touche plus particulièrement de notre côté, ce sont les options. Donc, on va essayer de passer à travers les quatre catégories pour donner un peu un sommaire de qu'est-ce que ça représente d'investir dans chacune d'entre elles, à quoi on peut s'attendre comme rendement, puis à quoi on peut s'attendre en termes de risque également. Donc, la première catégorie qui est l'argent liquide et quasi liquide, essentiellement, ce type d'investissement-là, on l'utilise pour la protection du capital, puis l'accès au capital surtout. Donc, quand on pense avoir besoin d'argent dans une courte période, quand on veut se bâtir un fonds de réserve pour les imprévus, c'est ce qu'on va choisir comme type d'investissement. Et puis, nous, de notre côté, ce qu'on va principalement utiliser, c'est les comptes d'épargne à intérêt élevé. Puis là, comme certains d'entre vous le savez, bon, les banques centrales à travers le monde ont commencé à baisser leur taux d'intérêt dernièrement. Puis lorsqu'on regarde les taux d'intérêt actuellement payés dans un compte d'épargne intérêt élevé, on parle de 3,55 en dollars canadiens, puis on parle de 4,65 en dollars US. Ça, c'est les taux qui prévalaient le 5 novembre dernier en 2024. Donc, J'aimerais un peu plus bas que ce qu'on avait été habitué à voir dernièrement. Oui, j'en profiterai pour vous mentionner là, de faire attention parce que quand on parle d'un compte épargne à intérêt élevé, ce n'est pas la même chose qu'un compte épargne là, dans vos traditionnels à la banque, en fait. Donc, c'est pas un compte chèque ni un compte épargne à la banque. Je vous suggérerais de vérifier, en fait, c'est quoi le taux d'intérêt que vous avez droit là, dans ces comptes-là. Souvent, les comptes chèques, en général, on tourne autour de 0. Puis les comptes épargne à la banque, là, ces temps-ci, hein, c'est plus autour de 1. Alors, les rendements ici qu'on donne, c'est vraiment un produit financier, là, un compte épargne à intérêt élevé. Donc, si vous avez trop d'argent qui dort dans vos comptes de banque, vous faites le grand plaisir de votre institution financière qui va le prêter à votre place. Donc, les principaux avantages de garder de l'argent liquide, évidemment, comme on l'a dit, c'est la protection du capital. Ça ne fluctue pas, donc pas de mauvaise surprise de ce niveau-là quand vous avez besoin de votre argent. Lui, n'aura pas changé de valeur. Le capital est accessible en tout temps, puis c'est très stable. Donc, ça, c'est les principaux avantages. Évidemment que dans les inconvénients, ben, l'intérêt, c'est un revenu qui est pleinement imposable quand vous détenez ça dans un compte qu'on appelle non enregistré, donc qui n'est pas un CELI, qui n'est pas un REER. Et puis, ben, comme on l'a vu, là, les taux d'intérêt dans les comptes d'épargne sont sensibles aux annonces des banques centrales. Donc, quand les banques centrales annoncent, comme on l'a vu dernièrement, des baisses de taux, ben, ça l'affecte immédiatement, généralement le lendemain, le rendement que vous allez faire sur ce type d'investissement-là. Vous voyez ici, ça c'est la Banque centrale du Canada. Donc, elle avait maintenu son taux directeur à 5 pendant plusieurs mois. Puis à partir du mois de juin dernier, on a eu des baisses de taux d'intérêt.
qui ont fait en sorte qu'à partir du 23 octobre, on est passé de 5 le taux directeur à 3,75 pour à partir de maintenant. Et quand on regarde du côté de la Banque centrale américaine, elle aussi, elle a baissé ses taux. Elle les a baissés de 0,5 le 17 septembre dernier. Elle les a baissés aussi d'un quart la semaine dernière, le 7 novembre. Puis eux, ils font des projections au niveau de ce qu'ils pensent faire au niveau des annonces de taux d'intérêt. Ces projections-là sont mises à jour à tous les trimestres. Et puis, la dernière fois qu'ils ont mis à jour, c'était en septembre 2024. Et puis, en septembre, ils s'attendaient à baisser les taux d'intérêt de 0,5 en 2024. Donc, il y en a déjà un 0,25 qui a été réalisé en novembre. Ils s'attendent à baisser les taux de 1 en 2025 et de 0,5 en 2026. Donc, si la Banque du Canada suit un peu ce qui se passe aux États-Unis, tous les rendements sur les comptes d'épargne à intérêt élevé devront normalement diminuer au même rythme au cours des 2 prochaines années. Donc, on peut s'attendre à ce que les taux d'intérêt sur ces produits-là ne soient pas aussi rentables d'ici 2026. Oui, donc Marc-André, on aurait une petite question ici. Oui. Est-ce que selon toi, il y a des raisons pourquoi la Banque centrale du Canada baisse ses taux plus rapidement que la Banque centrale américaine? Ben, je crois que l'économie canadienne, j'ai pas le graphique avec moi en ce moment, mais l'économie canadienne souffre un peu plus que l'économie américaine. Une des raisons que j'ai entendu parler, c'est la lourdeur de l'immobilier au Canada versus les États-Unis. On se souviendra qu'en 2008, il y a eu une baisse, il y a eu la crise de 2008, mais la valeur des maisons aux États-Unis avait beaucoup diminué, alors que celle des maisons au Canada avait resté stable. Et depuis 2008, donc, le prix de l'immobilier a monté au Canada, a monté aux États-Unis, ce qui fait en sorte que le marché canadien de l'immobilier est un des plus chers au monde en ce moment. Donc, l'endettement des Canadiens par rapport à leur dette hypothécaire est lourd. Et puis, on a vu un graphique aussi, la croissance du PIB canadien. Lorsqu'on le met par personne, on voit qu'on a eu un déclin de la croissance économique par personne au Canada depuis 8 ou 9 ans, alors que celle des États-Unis a commencé à continuer d'augmenter. Donc, c'est ça. Donc, l'économie canadienne semble avoir besoin d'un coup de pouce plus significatif que l'économie américaine en ce moment. C'est pour ça que la Banque du Canada est un peu plus agressive dans ses baisses de taux, selon moi. Oui, merci. Puis aussi en relation avec l'immobilier, là, je pense qu'on en avait déjà parlé, mais il y a une différence majeure entre le marché immobilier canadien et aux États-Unis, c'est que les termes des hypothèques aux États-Unis, souvent, est fixe sur jusqu'à 30 ans, là, si je me trompe Oui, pas. exact. Euh, Alors qu'au Canada, ben souvent, ça va jusqu'à 5, 7 ans peut-être. Alors nous, on renouvelle nos taux hypothécaires beaucoup plus rapidement qu'aux États-Unis, ce qui fait en sorte que là, avec la hausse des taux récemment, des taux hypothécaires, là, ça fait un petit peu plus mal aux Canadiens qu'aux États-Unis. Effectivement. Puis ça, c'est pas terminé. Dans le fond, les baisses de taux, on voit qu'on est passé de 5 à 3,75, mais on est encore loin du pratiquement zéro qu'on avait en 2020-2021, ce qui faisait en sorte que certaines personnes en 2021, si je ne me trompe pas, pouvaient avoir des hypothèques à moins de 2. Donc, en ce moment, on est loin, malgré les baisses de la Banque du Canada, on est loin des hypothèques à 2. Donc, les gens de ce que j'ai vu dernièrement, il y a 1 million d'hypothèques à renouveler cette année. Donc, c'est des gens qui, en général, comme les gens préfèrent des hypothèques 5 ans en général, donc c'est des hypothèques qui vont être à renouveler cette année qui datent de 2021, donc quand les taux étaient très bas. Donc, malgré les baisses de taux, ça va quand même avoir un impact quand ces gens-là vont renouveler leur hypothèque. Ça va être des paiements mensuels quand même beaucoup plus importants. Excellent. La deuxième catégorie, ben, c'est les titres à revenu fixe. C'est quoi un titre à revenu fixe? Ben, nous, on transige beaucoup avec ce qu'on appelle des obligations. Des obligations, c'est dans le fond une entité comme le gouvernement ou une entreprise qui a besoin d'argent, donc qui a besoin d'emprunter. Puis nous, dans le fond, on se trouve à être les prêteurs. Donc, en ce moment-là, on achète la dette d'un gouvernement, on achète la dette d'une entreprise. On l'achète dans le fond pour un taux d'intérêt donné pendant une période donnée. Donc, et ça, on ne parle pas nécessairement du court terme, on peut avoir des obligations d'1 an, on peut avoir des obligations de 10 ans, de 30 ans, donc on peut avoir des horizons de placement avec les obligations qui sont très variés.
Nous, notre portefeuille obligataire, on le répartit en 10 échéances, donc de façon égale, de 1 à 10 ans. Et puis, globalement, on a 7 obligations de gouvernement et 3 obligations d'entreprise pour notre portefeuille qui est échelonné de 1 à 10 ans. Puis, le rendement moyen en ce moment à l'échéance de ces obligations-là est de 3,57. Ça, c'est le rendement qu'on pourrait dire qualifié de total, dans le sens que ça comprend les revenus d'intérêt qui sont payés et aussi l'impact de la prime ou de l'escompte qu'on paye au moment où on achète l'obligation. Donc, 3,57, les taux étaient plus élevés que ça il y a quelques mois sur notre portefeuille obligataire, donc le taux a baissé. Encore une fois, au plus creux en 2021, un portefeuille de ce type-là rapportait à peine plus que 1%. Donc, on est quand même avec des taux d'intérêt plus élevés aujourd'hui dans ce type d'investissement-là. Donc, les avantages, c'est que ça nous donne un revenu. Donc, il y a de l'intérêt qui est payé sur les obligations 2 fois par année. Le capital est accessible en tout temps. Puis là, ce qu'il faut dire, c'est que quand vous achetez un certificat de placement garanti dans une succursale bancaire, lui n'est pas accessible, le capital, à moins d'avoir des ennuis de santé majeurs ou un décès. On est obligé de le garder jusqu'à la fin. Contrairement aux obligations, nous, c'est ce qu'on achète. On peut les revendre sur le marché, donc en tout temps, mais c'est possible qu'on ait un léger gain ou une légère perte en le faisant, mais c'est quand même accessible. Donc, si on a un imprévu, on a besoin d'argent, c'était pas dans notre budget, mais on peut quand même les vendre, donc ça peut devenir un avantage plutôt qu'être obligé d'emprunter à des taux beaucoup plus élevés. Le rendement, il est fixe jusqu'à l'échéance. Et puis, on peut avoir aussi une efficacité fiscale quand on achète des obligations qu'on appelle à escompte, donc se transige sous la valeur à laquelle on va recevoir à la fin. Donc, au lieu on va recevoir 100 à la fin, puis des fois, on est capable de les acheter à 95, 96, 97. Donc, ça, c'est considéré comme un gain en capital, cet écart-là. Donc, c'est favorable au niveau de la fiscalité. Et puis, dans les principaux inconvénients, ben, le revenu d'intérêt est pleinement imposable dans les comptes enregistrés, tout comme les comptes d'épargne à intérêt élevés. Et puis, ben, la valeur des obligations fluctue au quotidien. Donc, quand vous regardez la valeur de votre portefeuille, ben, les obligations, ça fluctue, pas autant que la bourse, on s'entend, mais il y a une relation qui est inverse avec les taux d'intérêt. Donc, généralement, quand les taux d'intérêt montent, la valeur des obligations descendent et vice-versa. Donc, ça peut expliquer une partie de la volatilité dans la valeur de vos placements. Parfait. Est-ce qu'on a des questions sur cette catégorie-là? J'aimerais aussi peut-être préciser, là, quand on dit qu'on échelonne les échéances de 1 à 10 ans, qu'est-ce que ça veut vraiment dire, là? Si on vous donne un exemple, vous avez un 100 000 que vous investissez en obligation, ben, ça veut dire qu'on mettrait 10 000 dans une obligation qui vient à échéance dans 1 an, 10 000 dans une obligation qui vient à échéance dans 2 ans, et ainsi de suite jusqu'à 10 ans. Comme ça, il y a un roulement qui se fait là, à chaque année sur 10 ans. Puis là, ici, ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle la courbe des taux d'intérêt. Donc ça, la courbe des taux d'intérêt, c'est quoi? C'est de prendre une obligation, disons, du gouvernement du Canada pour 6 mois, pour 1 an, pour 2 ans, 3 ans et 5 ans, et voir quel taux ça donne. Normalement, la courbe des taux d'intérêt, quand elle est faite en sorte que les taux d'intérêt à court terme sont plus bas que les taux d'intérêt à long terme. Ça, c'est logique parce que quand on investit sur une obligation de 10 ans, on veut que le taux de rendement de l'obligation batte au moins l'inflation, par exemple, et puis c'est plus dur à évaluer l'inflation sur 10 ans que c'est sur 1 an. Donc, temps normal, un taux court terme paye moins qu'un taux long terme, mais c'est différent en ce moment. Donc, on voit les taux à court terme, malgré les baisses des banques centrales, sont encore plus hauts que les taux à très long terme. Donc, cette situation-là, c'est un peu corrigé parce qu'on voit la ligne jaune, c'est ce qui prévalait il y a 1 an. Donc, il y a 1 an, il y avait vraiment une énorme différence entre les taux 1 an et les taux 20 ans, par exemple. Donc, il y avait près d'1,5 de différence, alors que là, la courbe est en train de s'aplatir. Donc, c'est la partie court terme ici qui diminue parce que la partie à court terme est sensible aux décisions des banques centrales. Comme on l'a dit tout à l'heure, on s'attend à ce que les banques centrales américaines, du moins, baissent ces taux en 2024, 25 et 26. Donc, on pourrait voir la partie court terme diminuer et puis refaire en sorte que la courbe se normalise avec des taux court terme plus faibles que des taux long terme. Mais ce qui est intéressant de constater, puis vous allez voir ici dans un graphique, ce sont les taux 10 ans des obligations américaines. Puis c'est entre le mois de mai et aujourd'hui.
Et on voit que la Banque centrale américaine, le 16-17 septembre dernier, a fait sa première annonce de baisse de taux d'intérêt. Et puis, au même moment, pratiquement, les taux d'intérêt 10 ans aux États-Unis ont commencé à réaugmenter. Puis, ils ont passé d'environ 3,6 en septembre à 4,44 aujourd'hui. Donc, on parle de 0,85 de hausse. Et puis, le 0,85 de hausse est supérieur finalement au 0,75 de baisse sur le court terme. Donc, le marché a réagi de façon complètement différente. C'est pour ça que si vous regardez, par exemple, les gens qui veulent renouveler leur hypothèque, puis se questionnent sur le fait que les taux d'intérêt hypothécaires n'ont pas nécessairement diminué alors que les banques centrales ont annoncé des baisses, c'est que les banques centrales ont un impact sur vraiment la partie court terme. Comme on le voyait tantôt, les banques centrales ont un impact sur les taux 6 mois, 3 mois, 1 an maximum. Donc, l'influence se fait sentir ici. Mais les taux à long terme, c'est vraiment plus le marché financier qui a une influence avec l'offre et la demande. Et puis, ce qui se passe en ce moment, c'est que le marché peut être en train de nous dire que la Banque centrale, par exemple, si on regarde le taux d'inflation, la Banque centrale baisse peut-être ses taux un peu trop vite et puis qu'à ce moment-là, ça va restimuler l'inflation et puis que à long terme, les gens veulent avoir des taux de rendement plus élevés pour se protéger contre ce potentiel inflationniste que représente la baisse des taux d'intérêt. Donc, le marché des obligations à long terme nous envoie un message qui est un peu contradictoire, puis qui un peu réduit l'effort des banques centrales de faire baisser les taux d'intérêt. Donc, je trouve que ça, c'est un bel exemple qui illustre à quel point c'est difficile de faire des prévisions sur les taux d'intérêt. Tout le monde aurait pu s'attendre à dire, ben, si les banques centrales baissent les taux, tous les taux vont baisser. Non, on le voit, les taux ont baissé à court terme, mais à long terme, se sont mis à augmenter. C'est pour ça que de notre côté, on favorise toujours l'échelonnement des échéances obligataires, comme Corinne le disait tout à l'heure, donc avec des montants égaux, avec des échéances de 1, 2, 3 jusqu'à 10 ans. Comme ça, ben, on diversifie le risque de taux d'intérêt. Et puis, si les taux d'intérêt baissent, ben, on a des obligations à plus long terme dont les taux sont garantis jusqu'à la fin. Alors que si les taux d'intérêt montent, mais on va pouvoir en profiter plus rapidement avec nos échéances à court terme. Donc, c'est ça, ça prouve que c'est dur à prédire et puis que vaut mieux avoir une stratégie simple, mais qui diversifie le taux d'intérêt. Parfait. Puis on a une question ici. Quelqu'un voudrait savoir pourquoi il y a une relation inverse là, entre les taux d'intérêt et la valeur des obligations. Excellente question. Fait que dans le fond, une obligation, comme on disait tout à l'heure, c'est un prêt. Dans le fond, c'est le gouvernement qui a besoin d'emprunter de l'argent. C'est comme un prêt hypothécaire pour les gens. Donc, au départ, si un gouvernement veut emprunter de l'argent, que les taux sont à 2%. Il va s'entendre avec des prêteurs, donc nous qui achetons des obligations, on va acheter une obligation qui donne 2 de rendement et l'entente est sur 5 ans. Donc, on achète une obligation de 5 ans avec 2 d'intérêt. Comme on a dit, et donc pour le gouvernement, lui vient d'emprunter à un taux fixe et le 2 pour lui ne changera jamais, donc il va toujours payer 2 peu importe ce qui se passe sur les marchés financiers pendant les 5 prochaines années. Comme on l'a dit, les obligations, on peut les transiger, on peut les revendre sur le marché. Donc, à ce moment-là, il faut leur donner une valeur à ces obligations-là, quotidiennement, pour pouvoir établir un prix juste pour pouvoir la transiger. Donc, si vous avez acheté une obligation au départ qui donnait 2 parce que c'était ça les taux du marché à 2 et que les taux augmentent soudainement à 5, donc, les taux d'intérêt montent. Vous avez besoin de votre argent, vous avez une obligation de 2 dans les mains, puis vous voulez la vendre. Il n'y a personne qui va vouloir vous acheter une obligation à 2 d'intérêt si cette personne-là peut tout simplement regarder à côté puis en acheter une autre à 5 qui est disponible parce que ce sont les taux maintenant qui sont en vigueur de 5. Donc, pour pouvoir vendre votre obligation, vous êtes obligé de donner un rabais, vous êtes obligé de baisser votre prix pour faire en sorte que la personne qui va l'acheter va recevoir 2 comme c'était stipulé au départ dans le contrat, mais comme vous lui avez offert un rabais sur l'obligation, donc vous l'avez vendu, par exemple, 95 par tranche de 100. Mais à ce moment-là, si on cumule le 2
et le gain que l'acheteur va faire sur le rabais que vous lui avez consenti, au final, ça va lui donner 5 de rendement, comme le taux actuellement qui est disponible sur les marchés financiers. Donc, dans l'exemple que je vous donne, les taux d'intérêt montent et ça force à faire baisser le prix des obligations pour pouvoir les rendre attrayantes, pour pouvoir les vendre à un taux de 5 en ce moment. Donc, c'est pour ça qu'il y a une relation inverse. Donc, même chose est vraie à l'inverse, si vous avez acheté une obligation à 5 et que les taux diminuent à 2, ben, c'est un peu injuste pour vous de vendre votre obligation à 5 à quelqu'un d'autre alors que les taux sont rendus à 2. Donc, à ce moment-là, vous pouvez la vendre à 105 par tranche de 100, ce qui va faire en sorte que l'acheteur, lui, va avoir un gain sur les intérêts, mais il va avoir une perte sur la prime qu'il a payée, puis ça va lui donner de 2 au final. Donc, c'est pour ça qu'il y a une relation inverse. Et c'est pour ça que dans le cas des certificats de placement garantis en succursale, vous voyez pas de variation dans la valeur de votre certificat de placement garanti parce qu'il n'est pas encaissable, vous ne pouvez pas le revendre. C'est pour ça qu'il n'y a pas de variation. Donc, ce serait la même chose pour les certificats de placement garanti si vous étiez en mesure de le vendre. Ça ne serait pas nécessairement au prix que vous l'avez acheté initialement, ça dépendrait de la variation des taux d'intérêt, mais comme normalement, ça n'est pas encaissable, vous voyez aucune fluctuation dans le prix des certificats de placement garanti dans vos états de compte. Merci beaucoup, Marc-André. Je pense que ça va avoir éclairé plusieurs. Donc, continuons dans la deuxième catégorie d'investissement, celle des entreprises. Alors, celle-là, elle est souvent généralement plus connue, là. Nous, ici, on va focuser sur les entreprises en bourse, mais évidemment, c'est le même principe là, pour les entreprises privées. Alors, au niveau des entreprises, ce qui est différent des revenus fixes, c'est on vient vraiment devenir un investisseur dans la compagnie. On achète une action de l'entreprise et en tant qu'actionnaire, mais on a le droit aux futurs bénéfices puis à la croissance future de l'entreprise. Et donc, versus les revenus fixes, on a un intérêt comme garantie, mais si l'entreprise ou la personne qui nous émet l'obligation augmente beaucoup, ben nous, on participe pas à cette croissance-là. Alors, ce qui fait en sorte qu'avec les entreprises, ben, on peut aussi avoir un accroissement de notre pouvoir d'achat à long terme. Au niveau des rendements, donc à quel rendement on peut s'attendre là, au niveau des entreprises? Au niveau des entreprises canadiennes, sur 35 ans, le rendement annuel moyen a été de 8,3 Et ça, j'aimerais mentionner que ça inclut la croissance des entreprises en bourse, mais aussi les dividendes reçus. Alors, une entreprise peut verser des dividendes, elle n'est pas obligée d'en verser. Et c'est une façon pour une entreprise de rémunérer les investisseurs directement. Alors, quand une entreprise fait de l'argent, fait des profits, elle a le choix d'utiliser son argent pour réinvestir dans des projets pour le futur, pour faire croître l'entreprise. Ou si des fois, il n'y a pas nécessairement de projet intéressant en ce moment, ou c'est une entreprise qui est qui est plus mature, ben, elle peut décider de verser directement un dividende aux investisseurs pour les rémunérer. Alors, le rendement de 8,3 inclut les dividendes. Là, on dit un rendement annuel moyen. Alors, je veux juste préciser que, évidemment, ce n'est pas 8,3 à chaque année depuis 35 ans. Ça serait trop facile. Donc, au niveau des actions, là, il y a beaucoup de volatilité. Comme on peut le voir, la pire période de 12 mois depuis 35 ans a été une baisse de plus de 38 qui était de février 2008 à février 2009. Et la meilleure période de 12 mois a été de plus de 63 en 99 jusqu'en août 2000, juste avant la bulle technologique. Donc, on peut voir que malgré un beau rendement en moyenne sur le long terme, ben, il y a quand même des minimums et des maximums très élevés là, dans ce type de placement-là. Au niveau des avantages, ben, comme on l'a dit, un potentiel de rendement élevé à long terme, donc plus qu'au niveau des revenus fixes. Le revenu de dividendes canadiens et le gain en capital sont fiscalement avantageux dans les comptes non enregistrés en comparaison avec du revenu d'intérêt. Et le capital est accessible en tout temps. Alors, généralement, là, les entreprises, c'est assez liquide. Si vous avez besoin de votre argent, vous pouvez vendre et recevoir les liquidités là, rapidement. Au niveau des désavantages, ben c'est sûr qu'il y a un potentiel de perte élevé à court terme. Alors, les entreprises, c'est vraiment privilégié pour du long terme, mais à court terme, comme on l'a vu, là, il peut y avoir facilement du moins 40, des bonnes pertes là, à court terme. Et il y a aussi une imprévisibilité des rendements. Comme on a dit, c'est pas du 8,3 par année
à chaque année. Alors, c'est impossible de le prédire. C'est vraiment juste sur des tendances long terme là, qu'on peut s'attendre à un rendement intéressant. Et finalement, cette imprévisibilité-là, pardon, amène une source souvent de stress et d'inquiétude là, pour plusieurs investisseurs parce qu'on voit notre portefeuille bouger énormément. Donc, c'est à tenir en compte là, quand on investit en bourse. Et c'est un facteur à pas sous-estimer parce selon des études, c'est probablement le facteur le plus déterminant dans le rendement d'un investisseur à long terme, c'est à quel point il a été capable de gérer ses émotions par rapport à la volatilité de son portefeuille. Et puis ça, ben, c'est tout, c'est différent pour tous et chacun, mais c'est à ne pas négliger. Effectivement. Et donc, nous, dans notre modèle là, chez Demos, on a un modèle d'action individuelle. On choisit 40 entreprises, un mélange de bourses canadiennes et américaines. Et sur ces 40 entreprises-là, on les divise dans les 10 secteurs principaux de l'économie pour avoir une belle diversification là, sectorielle. Alors, notre philosophie à nous, c'est d'investir dans des entreprises qui sont bien établies et qui sont stables, qu'on va garder à long terme dans le portefeuille, plutôt que de choisir des entreprises là, qu'on espère qui ont un fort potentiel puis qui vont être très, très volatiles. Alors, on a des critères de sélection pour l'achat et aussi pour la vente des entreprises de notre modèle. Alors, à l'achat, quand on sélectionne une compagnie, on veut qu'il y ait une croissance stable de ses ventes. C'est aussi important que la compagnie soit rentable là, annuellement et que cette rentabilité-là ben, soit en croissance. On parlait de dividendes tout à l'heure. Si la compagnie fait le choix de verser des dividendes aux actionnaires, pour nous, c'est important que ces dividendes-là soient payés à même les profits générés par l'entreprise plutôt que de l'emprunt. Alors, les entreprises savent que souvent, les investisseurs recherchent un dividende. Alors, il y en a qui pourraient être portés à verser un dividende malgré qu'ils n'ont pas l'argent nécessaire pour le faire. Alors, c'est vraiment quelque chose qu'on évite de notre côté. Et c'est un petit mythe, ça aussi, que les dividendes sont nécessairement pris à partir des profits de l'entreprise. C'est pas nécessairement le cas. Les entreprises ont le droit de verser des dividendes, même si on fait des pertes en empruntant de l'argent. Donc, c'est un facteur qui est à pas négliger. Comme Corinne le disait, on a déjà vu des entreprises qui paient des dividendes de 7-8 pour attirer les investisseurs, mais qui finalement, l'entreprise ne génère pas les liquidités pour le payer. C'est par de l'emprunt, par de l'émission d'actions, ce qui est pas très sain à long terme. Effectivement. Et un autre élément assez important de notre côté, là, c'est de regarder la dette nette d'une entreprise. Alors, pardon, on veut que la dette d'une entreprise, donc en disant dette nette, là, c'est la dette de l'entreprise moins son encaisse, donc le cash qu'elle a. On aimerait que l'entreprise soit capable de rembourser sa dette en moins de 10 ans là, avec son niveau de rentabilité actuel. Si on parle de la rentabilité de l'entreprise, on veut un taux qui est supérieur à 10% sur une période de 5 ans. Et finalement, ça, c'était tous des critères qu'on appelle fondamentaux, là. On regarde vraiment les chiffres sur les états financiers d'une entreprise, mais on regarde aussi son comportement en bourse. Donc, pour nous, un des critères, c'est il faut que la performance en bourse de l'entreprise soit supérieure là, à son indice, donc à la moyenne des entreprises sur le marché, sur 1 an et sur 2 ans également. Et là, quand on parle d'indice, si on regarde une entreprise canadienne, on va regarder l'indice canadien et aux États-Unis, même chose, on va regarder l'indice, le S&P 500. On a fait une petite modification au niveau de l'indice américain dans les derniers mois où est-ce que on compare maintenant les entreprises avec l'indice qu'on appelle équipondéré du S&P 500. Puis qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'indice équipondéré, c'est qu'on prend les 500 entreprises qui font partie de l'indice et on leur donne un poids égal. Parce que en ce moment, la concentration des 7 plus grosses entreprises dans le S&P 500 est à un niveau record. Donc en ce moment, c'est un peu biaisé. La performance du S&P 500 est un peu biaisée par la concentration de ces 7 grosses entreprises-là. Puis ce qu'on veut éviter, c'est d'être obligé de changer trop rapidement des titres dans un contexte où il y a une poignée d'entreprises qui dictent le rendement total de l'indice. Donc, on trouvait ça plus équitable de choisir l'indice équipondéré. Je pense pas que ce soit quelque chose qu'on va ramener à l'indice régulier plus tard. Je pense que c'est une bonne stratégie de le garder équipondéré pour le futur. Parfait, merci pour la précision. Et au niveau, là, au niveau de nos critères de vente, parce que, bon, c'est plus simple en général de choisir une entreprise à ajouter au modèle, mais de savoir quand s'en débarrasser, c'est un petit peu plus compliqué, là, normalement.
Alors, de notre côté, bien évidemment, s'il y a un des critères mentionnés plus haut, là, si vraiment il y a un changement majeur dans ces critères-là, par exemple, le niveau de la dette devient extrêmement lourd ou la compagnie est soudainement plus rentable, c'est sûr que là, on ferait un changement à ce niveau-là. Mais souvent, ce qu'on va voir arriver un petit peu plus souvent, c'est que c'est si la performance en bourse de l'entreprise là, devient inférieure de 10% à la moyenne, donc à son indice, sur une période d'1 an et 20% sur une période de 2 ans. Alors, à ce moment-là, on veut se donner une période assez longue pour pas, comme Marc-André disait, là, être tout le temps en train de transiger puis faire des changements inutiles dans le portefeuille. Mais on considère qu'à partir d'un, tu sais, c'est une sous-performance de 20% sur 2 ans, ça veut dire que si le marché a fait 0%, ben, l'action a fait moins 20 ou pire. Donc, tu sais, on considère qu'à un moment donné, il faut couper la perte et choisir un meilleur candidat. C'est probablement une partie du processus qui est la plus importante parce qu'en général, la majeure partie des gens, on éprouve tous une aversion aux pertes. Et puis, euh, quand on a une entreprise dans le portefeuille qui est à perte, on veut pas la vendre. Généralement, on veut attendre qu'elle soit revenue à notre coût initial. Mais le problème, c'est qu'on peut attendre longtemps, 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 puis toujours se poser la question, est-ce que cet argent-là qu'on a dans un placement qui est à perte en ce moment serait mieux investi ailleurs? Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui est difficile. Donc, d'avoir, donc, dans tout ça, ce qui est important, c'est d'avoir un processus. Donc, il faut que vous soyez d'accord avec le processus qui fait en sorte qu'on achète en fonction de certains critères, qu'on vend en fonction de certains critères, puis qu'il y a des fois que, bon, ça peut faire mal de dire, ben, on va encaisser une perte, puis on va faire un changement, mais trop souvent, on a vu des cas comme Bombardier, pour pas le nommer, qui, ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas fait de sous, puis il y a plein d'entreprises comme ça que même des fois, quand que les ventes sont bonnes, quand que les profits sont bons et tout ça, ils ont juste pas de traction dans le marché. Et puis, le prix en bourse n'avance pas autant que les indices. Donc, c'est pour ça que de s'établir des critères de vente, c'est presque plus important que des critères d'achat pour pouvoir ne pas avoir des poids dans le portefeuille qu'on va tenir trop longtemps. Effectivement, et un critère là, qui n'est pas mentionné ici, puis que que j'y pense à l'instant, c'est pas un critère prioritaire, mais c'est quelque chose qu'on regarde, là, c'est le score ESG d'une entreprise. Alors, à quel point elle fait attention à l'environnement, le social et la gouvernance. Donc, notre modèle là, fait attention à ce genre d'enjeux-là. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, là, je vous le dis d'avance, mais on va avoir un petit webinaire là, qui va parler de l'investissement responsable et des critères ESG vers la fin du mois. Donc, la grande question, est-ce que les actions sont un bon investissement en ce moment? Est-ce que c'est cher? Mais qu'en est-il? Donc, surtout là, le graphique date déjà un peu, là, mais on l'a vu depuis les élections de la semaine dernière, le marché a encore pris une bonne pousse, donc on est encore plus haut qu'aujourd'hui. Mais quand on regarde, dans le fond, sur un graphique à très long terme, donc on regarde ici un graphique de près de 100 ans, on voit que les actions américaines ont bougé la plupart, la grande majorité du temps dans un corridor entre un minimum et le maximum ici. Puis on voit qu'en ce moment, ben, on est au-dessus du corridor. Donc, on est près des 6 000 points en ce moment. Donc, la bourse, d'un point de vue graphique, elle n'est pas donnée. Donc, c'est pas une aubaine en ce moment. Puis quand on regarde les périodes précédentes où on a eu des séquences où est-ce que la bourse a été fortement au-dessus de son corridor, que ce soit dans le milieu des années 30 ou juste avant l'an 2000. Donc, il s'en est suivi une grande période par la suite de stagnation et à long terme. Et dans les deux périodes, ce fut 13 ans où est-ce que les investisseurs n'ont pas vraiment réalisé de rendement et ça a été accompagné par une correction assez majeure dans les deux cas. Donc, est-ce que ça va être la même chose en ce moment? Évidemment qu'on ne sait pas, mais on peut pas, une chose est sûre, c'est qu'on peut pas affirmer que les actions sont une aubaine en ce moment, si on regarde ça d'un point de vue graphique à très long terme. On peut regarder aussi d'autres ratios. Donc ici, c'est le ratio du prix des entreprises par rapport à leur revenu brut. C'est un graphique qui est moins long, donc qui a commencé en 1999, mais ce qui est intéressant, c'est que juste avant 2000, justement, là, on avait une effervescence au niveau de la bourse. Donc, ce ratio-là était à 2,7, 2,8 environ.
Et puis en ce moment, ben, on est à près de 3 fois les revenus bruts. Donc, ce qui est intéressant, parce que souvent on regarde le ratio de le prix des entreprises versus ses profits, mais ça, c'est assez volatile parce que les marges de profit sont pas constantes. Ce qui est intéressant dans le ratio présentement, c'est que les revenus bruts, ben, c'est pas, ça bouge pas. Donc, il y a pas une question de marge et ainsi de suite. Donc, à 3 fois les revenus bruts, ben, les actions sont pas données en ce moment non plus si on le compare avec un graphique qui date de 1999. Ensuite, l'autre chose qui est intéressante qu'on regarde beaucoup, c'est, bon, le ratio de Shiller, c'est un ratio qui compare le prix des entreprises par rapport à leur rentabilité, mais rentabilité qui est ajustée avec l'inflation dans les 10 dernières années. Donc, ça met les dollars de profit sous un même poids au fil des années, compte tenu de l'inflation. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est que professeur Shiller a reconstruit un peu l'historique du S&P 500 en 1873. Donc, on a donc 150 ans d'historique ici. Puis, ce qui est intéressant de constater, c'est que en ce moment, chaque dollar de profit des entreprises se vend à 36,85. Autrement dit, on paie 36,85 pour chaque dollar de profit des entreprises. Si les entreprises n'avaient aucune croissance de leurs profits, ça prendrait 36,85 années pour revenir dans notre investissement, comme on dit. Et la médiane au cours des 150 dernières années a été de 16 fois. Donc, autrement dit, on paie 2 fois plus cher aujourd'hui à chaque dollar de profit par rapport à la moyenne historique, ce qui est ça non plus pas donné, donc c'est factuel. Est-ce qu'on est dans un nouveau régime? Est-ce que ça va rester toujours cher comme ça? C'est la grande question qu'on se pose. Mais c'est sûr que ce qui est intéressant d'un si long historique, c'est qu'on couvre beaucoup de périodes avec des grands remous politiques, économiques, sociaux, les 2 guerres mondiales, la grande inflation des années 70, la grande dépression des années 20. Donc, on couvre vraiment beaucoup d'époques positives et négatives. Et puis, on se retrouve quand même en ce moment avec un ratio qui est parmi les plus chers de toute cette période-là. Il faut dire ici que le pic qu'on voit ici, c'est 2020. Donc, c'est pas nécessairement le prix absolu des entreprises qui a augmenté, mais les profits qui ont fondu. Donc, qui a fait en sorte que le ratio est devenu élevé comme ça ici. Donc, la seule autre fois que ça venait vraiment du prix des actions, c'était en 99, donc juste avant la bulle technologique de 2000. Donc, et le ratio s'était établi autour de 44 à ce moment-là. Donc, on est près quand même de ce niveau record-là. On n'est pas si loin que ça. Donc, c'est d'un point de vue fondamental, les actions sont très chères en ce moment. Ça reflète un peu la même chose un peu avec l'immobilier, qui est très cher par rapport aux revenus des ménages d'un point de vue historique. Ce qui est intéressant ici, puis encore là, on reste dans la statistique, on reste dans le rationnel pur, c'est que quand on regarde toutes les périodes à laquelle, puis il n'y en a pas beaucoup, on s'entend, à laquelle les actions se transigeaient à ce niveau-là de 36,85, qu'est-ce qui s'est passé dans les 2 années suivantes? Ben, dans les 2 années suivantes, le rendement du S&P 500 a été négatif de 0,5 par année à chaque fois qu'il s'est transigé à 36,85. Donc, autrement dit, l'espérance de rendement à court terme n'est pas très élevée. Puis pourquoi ce graphique-là semble quand même être fiable? C'est que quand on disait tout à l'heure que la médiane se trouvait autour de 16, mais là, il est caché, là, il est ici. Donc, autrement dit, à 16 fois les profits, si on regarde statistiquement, qu'est-ce que ça donne? Mais ça donne un rendement espéré de 10 puis c'est ça la moyenne historique à long terme de la bourse, autour de 10 de rendement. Donc, encore une fois, d'un point de vue statistique, quand on paie ce prix-là pour chaque dollar de profit, les attentes de rendement sont assez faibles sur les 2 années subséquentes. Puis on peut étirer l'horizon de temps, puis se dire, ben, qu'est-ce qui s'est passé dans les 5 années suivantes? On a un rendement moyen de 1,8 par année. On continue à étirer un peu plus. Sur les 10 années subséquentes, ben, on avait à 36,85 fois les profits, mais on avait 1,7 de rendement par année sur 10 ans. Et puis sur 15 ans, on était à 4,4, sur 20 ans, 5,9 et sur 25 ans, 7,4 Donc, on voit, ça revient à l'espérance, à notre horizon de temps. Plus on a du temps devant nous, plus, même si on paie très cher aujourd'hui, plus notre rendement espéré va tendre vers la moyenne à long terme. Puis dans ce cas-ci, ben, c'est autour de 7,4 qu'on pourrait s'attendre sur les 25 prochaines années.
Donc, euh, Oui, donc ouais, parfait. Merci Marc-André. Donc, en parlant d'horizon, le plus on a du temps devant nous, c'est logique, plus on peut s'attendre à ce que le rendement soit élevé. Euh, Puis ça, j'aimerais faire un lien aussi avec au niveau de la planification financière. Donc, c'est important en investissement de matcher le type d'investissement qu'on fait avec nos besoins de liquidité, puis dans combien de temps on va avoir besoin de cet argent-là. Alors, ici, on voit un graphique là, du rendement total des entreprises publiques sur une très, très longue période, sur différentes périodes d'investissement. Alors, sur une période d'un an, si quelqu'un détenait ses investissements pendant un an, là, on voit que le pire investissement dans ce cas-là, puis ici, on parle du S&P 500, là, si je ne me trompe pas, donc oui, exact. du côté américain. Oui. Parce que plus haut, quand on parlait du pire et du meilleur dans pour les entreprises, là, c'était du côté canadien. Alors, ça varie un petit peu ici. Donc, le maximum a été de moins 60%, ce qui est quand même une très, très grande baisse. Et la maximum de perte a été de moins 60% et le maximum de gain, 133%. Alors, c'est une très, très grande dispersion. Donc, d'où l'importance que si vous voulez investir en action, n'ayez pas un horizon d'un an parce que la probabilité d'avoir une grande perte sur un an, elle est très forte. Et ensuite, on voit que la période s'allonge, donc plus on détient notre investissement longtemps en bourse, plus la volatilité, donc la dispersion vient diminuer. Et on peut voir que c'est à partir de une période de détention de 16 ans que vraiment, par le passé, il n'y a pas eu de rendement négatif. Donc, pour une personne qui a été patient et qui a détenu son investissement, malgré une perte, une personne qui l'a détenu pendant 16 ans n'aura pas connu de perte dans son portefeuille là, par le passé. Oui. Puis là, ici, dans le fond, on le voit par année. Donc, dans le fond, c'est ce qu'on dit toujours aux clients, comme on dit, il faut apparier un peu notre besoin de liquidité avec le risque qu'on prend. Comme on disait ici, il y a plus de détails, mais sur un an, dans le fond, la probabilité de faire une perte en bourse, et on parle, comme on disait tout à l'heure, d'un investissement dans un indice diversifié, c'est 28 Donc, vous avez 28 de probabilité de perdre de l'argent sur un an. Puis, à titre d'exemple, vous avez 12 de probabilité d'avoir une perte entre 10 et 20 Donc, c'est quand même assez significatif comme risque si vous avez besoin de votre argent dans un an. Si vous avez besoin de votre argent, dans 5 ans, là, vous avez historiquement une probabilité de perdre à 10 puis très peu entre moins 10 et moins 20. Donc, juste 1,6 de probabilité. On continue. Si vous avez besoin de votre argent dans 10 ans, mais là, vous avez juste 3 de probabilité de faire une perte. Et puis, comme on disait tout à l'heure, il faut attendre 16 ans pour avoir aucune probabilité de perte. Donc, ici, faut juste, un des plus grands mythes qu'on a dans notre industrie, c'est que le conseiller ou l'expert va savoir exactement quand vendre et quand acheter, quand vous allez avoir besoin d'argent. Non, ça, c'est malheureusement pas possible. Une pandémie, personne n'aurait pu le prévoir. Il y a plein d'événements qui peuvent survenir qui ne sont pas prévisibles et qui peuvent affecter les marchés. Comme on disait, ces études-là ici sont basées sur des historiques à très long terme qui comprennent beaucoup d'événements, des guerres, des récessions, des dépressions et tout ça. Donc, faut vraiment, en tant qu'investisseur, se dire, j'ai besoin d'argent dans 3 ans pour m'acheter une nouvelle propriété. J'ai le choix entre les obligations qui me payent 3,5 sur 3 ans ou l'investir en bourse. Donc, le rendement espéré, ça demeure toujours autour de 10. Par contre, j'ai 15 de probabilité de faire une perte sur 3 ans. Puis là, c'est à vous de voir, est-ce que je veux supporter ce risque de 15 que je finisse par vendre mon placement dans 3 ans à perte pour pouvoir avoir un rendement espéré autour de 9-10 par rapport aux obligations. Donc, c'est vraiment ici le lien entre le rendement espéré supérieur des obligations, mais aussi la probabilité de faire une perte qui est supérieure aux obligations. Puis ça, c'est propre à chacun de décider, mais évidemment que plus notre objectif ou nos besoins de liquidité sont à long terme, puis là, on parle d'achat de propriété, mais ça peut être pour la retraite aussi. Donc, plus vous approchez de la retraite, plus vous allez avoir besoin de votre argent. Donc, normalement, on va avoir une partie de plus en plus grande de votre portefeuille qui va être investie en obligations pour couvrir le risque de vos besoins de liquidité. Donc, on veut jamais être obligé de vendre des placements à perte parce qu'on a besoin d'argent.
Parfait. Donc, après ça, je ferai un lien avec, là, on a parlé des actions en bourse, puis on a parlé aussi des taux d'intérêt et des investissements à revenus fixes. Puis souvent, on se fait poser la question, c'est quoi l'impact de la fluctuation des taux d'intérêt là, sur l'économie en général? Donc, comme on le voit sur le graphique ici, ça, c'est les taux d'intérêt des obligations fédérales à très, très long terme. Euh, on voit que les taux ont passé de plus de 15 en 1981 à près de 0% en 2022. Et cette baisse significative-là a eu plusieurs effets. Donc, au niveau des entreprises, ben, elles payaient de moins en moins d'intérêts sur leurs dettes parce qu'on le rappelle, un taux d'intérêt, ben, c'est le coût d'une dette, ce qui a augmenté leurs profits. Donc, ça a aidé les entreprises. Ensuite, au niveau des consommateurs, ben, ils ont pu se permettre d'emprunter plus pour dépenser ou bien acheter des maisons de plus en plus chères. Au niveau des gouvernements, ben, puisque la dépense en intérêt diminuait sur leurs dettes, ça leur a donné plus de liquidité là, pour offrir de meilleurs programmes sociaux et dépenser plus. Et la baisse des taux sur les titres à revenus fixes, donc comme on parlait tantôt sur les obligations, puisque les taux étaient plus petits, ça a favorisé les investisseurs là, à acheter davantage des actions des entreprises en bourse dans l'espoir d'avoir un meilleur rendement à long terme. Et même que certains investisseurs un petit peu plus téméraires là, empruntaient même de l'argent à faible coût en vue d'acheter des actions en bourse là, dans l'espoir d'obtenir un excellent rendement. Donc, c'est ce qu'on appelle de l'effet de levier. Puis ça augmente le risque du portefeuille. Alors, tout ça pour dire que la baisse des taux d'intérêt a enclenché une hausse là, sans précédent des valeurs boursières et immobilières aussi. Et ça a entraîné un sentiment commun là, de richesse et d'optimisme dans le marché. Par contre, depuis mars 2022, là, il y a eu un petit renversement de cette tendance-là. Il y a eu une hausse des taux d'intérêt et ça va mettre plusieurs années là, à s'achever, puisque, à titre d'exemple, les consommateurs, on en a parlé tantôt, avec une hypothèque à taux fixe, verront juste leur paiement hypothécaire augmenter là, au moment du renouvellement. Alors, il y a tout le temps un délai à anticiper lorsqu'il y a des hausses de taux d'intérêt. Bref, tout ça pour dire que c'est sûr qu'une hausse de taux d'intérêt a un impact sur l'économie. Est-ce que ça se fait en une journée? Non, pas du tout. C'est un processus qui est long, qui prend des années, mais dans un contexte où les taux d'endettement des gouvernements et des familles n'a jamais été aussi élevé, c'est sûr qu'il y a un impact. La hausse des taux d'intérêt a un impact sur l'économie puis sur la capacité des gouvernements et des familles à dépenser de l'argent puis à soutenir l'économie. Oui, puis ici, si on regarde un petit peu plus l'impact direct sur le marché boursier, donc les actions là, en bourse, on s'est amusé à comparer un petit peu les graphiques du S&P 500, qui est l'indice boursier des 500 plus grandes entreprises aux États-Unis, avec les taux long terme là, des obligations aux États-Unis également. Alors, sur une longue période, dans la première catégorie, là, on peut voir que la hausse des taux d'intérêt a été assez marquée. Ça en est suivi d'une période assez stable là, en bourse. Donc, les actions ont pas mal stagné. Ensuite, on voit une période de baisse des taux d'intérêt. Donc, comme on parlait tantôt, la baisse des taux d'intérêt stimule l'économie, stimule les actions en bourse. Alors, on peut voir clairement là, que l'indice a augmenté de manière significative pendant cette même période. Ensuite, suivi d'une période un petit peu plus calme au niveau des taux d'intérêt, là, une stagnation. Donc, même la même stagnation au niveau de la bourse. Et finalement, on voit à nouveau une baisse des taux d'intérêt qui s'est encore une fois traduit par une hausse, là, une stimulation de la bourse et des entreprises. Alors là, on est dans une petite période de hausse des taux d'intérêt. On est autour de 4 comme on disait. Par contre, ça va être intéressant de voir ce qui se passe à l'avenir. Euh, le, c'est assez limité là, la baisse qui peut arriver avec les taux d'intérêt puisqu'on est à 4. Alors voilà, si la tendance se maintient, là, tu sais, on peut, il n'y a pas beaucoup de place pour une grande hausse de la bourse étant donné que les taux sont déjà très faibles. Puis là, il y a peut-être des gens qui vont dire, oui, les taux d'intérêt, ils ont quand même beaucoup augmenté depuis 2021, 2022, puis en ce moment, la bourse se transige à un niveau record historique, donc on n'y a pas eu, semble-t-il que la hausse de taux d'intérêt n'a pas eu d'impact sur la bourse. D'une part, comme on disait, c'est pas du jour au lendemain que l'impact se fait sentir au niveau des marchés boursiers. Puis il y a aussi une question de liquidité. Donc,
tout ce qu'on a parlé depuis le début, quand on traite au niveau des actions, c'est l'aspect fondamental, la profitabilité des entreprises versus leur prix, leur endettement et tout ça. Mais il y a un autre impact qui joue beaucoup sur la valorisation de la bourse, c'est la liquidité. Donc, beaucoup de liquidité en ce moment dans les marchés. De ce que j'ai lu au niveau du marché américain, on a un influx record d'investisseurs étrangers en ce moment qui supportent beaucoup les actions américaines. Donc, non seulement il y a de la liquidité dans le système américain, mais elle attire également la liquidité de l'ensemble de la planète en ce moment. Donc, c'est un enjeu important. Donc, il peut faire fi de tout l'aspect fondamental. S'il y a beaucoup de liquidité, puis les gens achètent beaucoup d'actions, quitte à, comme on a touché à ce point-là dernièrement, le fait d'emprunter en yens à 0 ou à 1%, puis d'investir le tout dans les actions américaines, c'est une stratégie utilisée par les grands investisseurs institutionnels. Donc, l'aspect de la liquidité est à pas négliger, mais sur le long terme, ben, le fondamental en général est le facteur le plus important. Mais c'est quelque chose qu'on regarde aller. Puis, encore une fois, c'est difficile de faire des prévisions. Donc, on garde tout ça aller du jour, au jour le jour. Parfait. Avant de tomber dans l'autre catégorie, là, je vous invite encore une fois à poser des questions si vous en avez. On est là pour ça. Dernière catégorie, c'est les produits dérivés. Produits dérivés qui ont pas la cote, qui sont généralement considérés comme des produits hautement spéculatifs et que souvent les gens ont essayé d'utiliser pour faire des bons coups d'argent, comme on dit, mais qui ont perdu. Donc, pas beaucoup la cote, mais ils ont quand même leur utilité dans les stratégies d'investissement lorsqu'elles bon, elles sont utilisées d'une certaine manière. Puis nous, les produits dérivés, ben, on s'en sert pas pour spéculer, on s'en sert pas pour générer de grands gains à court terme. On s'en sert plutôt à l'inverse pour générer de petits gains réguliers avec des risques très faibles. Donc ici, on parle d'une stratégie qui est beaucoup plus statistique. Donc on laisse pas, dans le fond, le moins possible nos billets intervenir dans les décisions. On fait des analyses historiques sur la volatilité des entreprises, donc dans le choix de nos investissements. Puis essentiellement, on va vous montrer un exemple ici, mais c'est une stratégie qui consiste à pas d'acheter des actions, mais de s'engager à les acheter si jamais certaines circonstances surviennent. Donc, dans ce cas-ci, on a un exemple où est-ce qu'on a la firme 3M qui se transigeait à ce moment-là à 98,01 $. Ça, c'est le prix qu'on aurait dû payer si on voulait acheter les actions de 3M. Mais ce qu'on a fait, c'est pas de les acheter. On s'est engagé à les acheter si jamais le prix de 3M diminuait à un niveau donné. Donc, on a trois exemples ici à 95, soit à 95, soit à 90, soit à 85 dollars à l'intérieur d'une période donnée. Donc ici, l'exemple avait été fait en 16 mai 2023 et puis cet engagement-là durait à peine un mois, donc il venait à échéance le 16 juin 2023. Donc nous, par rapport à cet engagement-là, disons qu'on aurait choisi ici de s'engager à l'acheter à 90 dollars pour une période de 24 jours de bourse, mais on aurait reçu 1 $ par action. Et là, ce qu'on fait, c'est de regarder 3M depuis 2007. Qu'est-ce que 3M a fait pour chaque période de 24 jours? Donc, on détermine à ce moment-là la probabilité que 3M passe de 98,01 à 90 dollars sur une période de 24 jours. Et puis, cette probabilité-là, ben, c'est 8%. Donc, il y a seulement 8% de probabilité que 3M diminue d'autant sur une période de 24 jours. Et pour ça, on reçoit 1 $. Donc, ce que ça fait, c'est que si dans les 24 prochains jours, 3M se situe au-dessus de 90 dollars, nous, on encaisse notre dollar, il n'y a aucune conséquence. Et puis, ce dollar-là de rendement nous procure un rendement annualisé de 13%. Par contre, on sait que 8% du temps, on va faire des pertes avec 3M, puis on a calculé sur une base historique, c'est quoi l'impact de ce 8% du temps-là où est-ce qu'on perd de l'argent? Mais ça faisait, dans les circonstances actuelles, ça faisait en sorte que ça baissait notre rendement espéré à 7,42 quand on tenait compte des fois où on allait perdre des sous avec 3M. Donc, pour ça, obtenir un rendement de 7,42% avec seulement 8% de probabilité de perte, c'est pour nous une transaction qui est intéressante parce que ce qu'on fait, c'est qu'on s'engage à acheter 3M. On ne l'achète pas. Donc, on garde 90 dollars de côté en argent liquide.
Puis cet argent liquide-là nous procure un rendement de un peu plus de 3% en ce moment. Et puis, selon notre analyse statistique, ben, notre rendement espéré sur la transaction ici est à 7. Donc, 7 plus le 3, on est autour de 10% de rendement, qui est l'équivalent du rendement à long terme de la bourse, mais avec une fraction du risque ici qui est seulement à 8%. Donc, c'est une stratégie qu'on appelle hybride, donc qui est entre les obligations et les actions, en ce sens que notre rendement espéré est plus élevé que les obligations, mais notre rendement maximum est plus faible que les actions. Donc, tout ça pour aller chercher une volatilité qui est très raisonnable. Donc, c'est une stratégie qu'on fait, c'est très court terme, donc on fait des engagements à un mois seulement. Et donc, on va toujours aussi faire en sorte que on va pas s'engager à acheter les actions d'une entreprise au moment où celle-ci va annoncer ses résultats parce que c'est ces moments-là qui sont les plus fragiles, donc on peut avoir les plus grandes volatilités quotidiennes. C'est quand elle annonce des résultats et que les investisseurs n'ont pas aimé puis que là, le titre va descendre de 5, 10 ou 15% dans une seule journée. Donc ça, on va éviter d'avoir des engagements sur des compagnies qui vont déclarer leurs résultats. Donc, et ça varie continuellement d'une entreprise à l'autre. Donc, si on prenait dans la même journée une compagnie qui est dans le même secteur et un compétiteur de 3M qui est Honeywell, mais lui, dans le fond, la prime reçue pour cet engagement-là ne couvrait pas le risque historique lié à la volatilité de ce titre-là. Donc, on doit à chaque mois vérifier chaque titre et voir lequel nous donne un rendement espéré nous, on vise un rendement qui est d'au moins 5% net des probabilités de perte, plus ce qu'on fait dans l'argent liquide pour pouvoir engager une transaction. Donc, autrement dit, c'est pas parce que 3M aujourd'hui est un bon placement que le mois prochain, c'en sera un bon. Et qu'est-ce qui fait varier ça? Mais c'est la volatilité ou le risque perçu de façon individuelle sur chacune des entreprises. Des fois, les investisseurs perçoivent le risque de Honeywell comme étant très faible et de 3M plus élevé, mais ça peut changer de jour en jour, de semaine en semaine. Donc, c'est pour ça que c'est une stratégie qui fait en sorte qu'à chaque mois, ben, on engage des transactions sur des titres qui sont différents en fonction de la volatilité de ces titres-là. Oui, puis Donc, j'aimerais juste préciser un petit oui, peu là, quand on dit qu'on parle de rendement, rendement espéré annualisé, là. Nous, on fait des engagements sur une période d'un mois en général. Donc, ici, on parle de 24 jours ouvrables. Le rendement annualisé, ce qu'il veut dire, c'est que si on refaisait exactement la même transaction dans les mêmes conditions à chaque 24 jours ouvrables pendant une période d'un an, ben, c'est le rendement qu'on pourrait s'attendre. Donc, voilà, juste une petite précision ici. Puis, il nous reste à peu près 3 minutes. Donc, on va essayer de faire le on est reste. rendu au dernier point. Donc, Exact. cette stratégie-là, elle était influencée grandement par ce qu'on appelle le VIX. Le VIX, c'est l'indice de volatilité du marché. Et puis, la ligne bleue, c'est l'indice de volatilité du marché de façon historique de 1990 à 2023. On voit qu'il y a des effets saisonniers. La volatilité est généralement plus élevée en mars et en septembre et plus faible en été et autour de Noël. Et Donc, c'est de janvier à décembre, là, le graphique. oui, de janvier à décembre. Donc, à ce moment-là, ça, c'est historique. Et puis, ça, c'est cette année. Donc, on voit que tout au long de la première moitié de l'année, les niveaux de volatilité étaient très faibles par rapport à l'historique. Mais depuis août, la volatilité est revenue à un niveau normal, ce qui nous a permis de faire plus de transactions dans cette stratégie-là et qui agit de façon plus conforme à nos attentes en ce moment depuis le mois d'août. Hmm. Super. Donc, merci beaucoup, Marc-André. Il nous reste peut-être un petit 2 minutes là, s'il y en a qui ont des questions pour nous. C'est sûr que aussi, si vous avez des questions par la suite, là, vous connaissez nos coordonnées, vous pouvez communiquer avec nous directement. Merci, ça a été une belle heure complète. Je pense qu'on a couvert beaucoup, mais je pense que c'est important de démystifier un petit peu les catégories d'investissement là, dans un milieu qui rend ça complexe parfois, on va se le dire. Donc, merci beaucoup. Ça va être enregistré. On va envoyer l'enregistrement par courriel à nos clients et on va le partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager ça avec des gens dans votre entourage que ça pourrait intéresser. Et je vous rappelle que ça, c'est le deuxième webinaire de notre campagne dans le cadre de la littératie financière là, pour le mois de novembre. Et il va en avoir d'autres qui vont être annoncés là, sous peu. Alors, merci beaucoup, Marc-André. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir.